Everything is up to you in your life. Yeah, everything is up to you. I know you. I know you. Take me in. Everything is up to you in your life. Énormément de gens souffraient. C'était une copropriété infectée de cafards, de blattes, de tout ce que vous voulez, de nuisibles, des enfants souffrant d'asthme et compagnie, des gens vivant dans des conditions indignes, quoi. Il est très dangereux ici pour les enfants. C'est moi qui ai fait ça. Donc là, ouais, ça ne ferme pas du tout. Ça ne ferme plus. Bon, maintenant, il fait commencer froid. Des fois, la nuit, on ne dort pas. Moi et les enfants, on ne dort pas. L'année dernière, mon fils, tout le temps, ils sont absents à l'école. Ils sont absents à l'école parce que tout le temps, ils sont malades. Je n'ai très mal ici. Je n'ai marre. J'ai couru, je vais aller à la mairie, des assemblées sociales. J'ai fait tous les démarches. Mais jusqu'à présent, je ne trouve rien. Vous avez vu, même ça fleurit. Regardez comment c'est mignon. Oh, c'est joli ça. C'est des... Qu'est-ce que c'est? C'est des trucs comme ça qui tombent que je plante. Ici, là, c'est la misère. La misère de Grigny. Grigny, je m'y sentirais bien si c'était encore tel que j'ai acheté en 79. Maintenant, le principal problème de Grigny 2, c'est l'entassement des populations, les marchands de sommeil, les investisseurs qui louent comme ça sans s'occuper après de leurs locataires. C'est vraiment profiter de la misère du monde et ça, moi j'ai beaucoup de mal à le supporter. Moi je suis très en colère. Très en colère, oui. Les souffrances, je pense que les habitants en parleront mieux, mais c'est des souffrances quotidiennes. Une dame handicapée au 12e est restée 3 mois enfermée chez elle parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur. On a une accumulation de gens en situation très précaire et qui se traduit par des taux beaucoup plus élevés qu'ailleurs, beaucoup de travers, alors maltraitance d'enfants, les problèmes de voisinage difficiles, la délinquance. Ce qui m'amène ma colère, mais ce qui amène la peur aussi à certains, c'est justement ces trafiquants qui s'installent dans les halls des immeubles. On n'a plus de police, on n'a plus de commissariat de police. Écoutez, on en est arrivé là parce que c'était une maison individuelle, un gros pavillon. 6 logements étaient loués, 5 étaient occupés, dont 2 par des familles avec des jeunes enfants. Il a été racheté à un moment par une personne qui s'est avérée être un marchand de sommeil, a transformé ce pavillon en une douzaine de logements, a fait un minimum de travaux pour assurer ces 12 logements. Mais c'était une situation complexe. Un arrêté a été pris en 1993. Le rôle de l'ARS après la prise de l'arrêté d'insalubrité, c'est de s'assurer que les prescriptions de l'arrêté sont bien respectées. Et jusqu'à très peu de temps, rien ne s'est passé. Nous avons été élus, nous, le nouveau conseil, en 2008. Et il était clair qu'on ne pouvait laisser les choses aller comme cela. Et après renseignement, prise de contact auprès des locataires, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes et de prendre tous les services de l'État pour arrêter cette situation. Grigny 2, c'est une copropriété, très grande copropriété. C'est la 2e plus grande de France. Elle compte 5000 logements. Et l'enquête sociale de 2006 nous a montré qu'il y avait 17 000 habitants. Elle a été construite, donc première livraison d'immeubles dans les années en 71, les dernières livraisons à 75. Au départ, cette copropriété, c'est plutôt une copropriété de classe moyenne, voire classe moyenne supérieure. Ça explique la très bonne tenue encore des immeubles qui ont été très bien construits. Au fil du temps, à la faveur d'un grand nombre de facteurs différents qui sont toujours un peu difficiles à identifier, la population de Grigny 2 a changé. Il y a beaucoup de facteurs qui ont pu jouer, la proximité de quartiers difficiles,
le niveau élevé des charges et d'autres phénomènes moins connus. Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite on rentre dans un phénomène de cercle vicieux où en fait des gens qui ont de moins en moins de moyens achètent et les gens qui ont plus de moyens tendent à partir. Et le phénomène s'est accéléré ces dernières années. Voilà, on est chez Michel. Bonjour monsieur. J'ai acheté l'appartement. Pendant, il ne dit pas pour la charge. Chaque 3 mois, 850, 900. Les salariés, 1100 € dessus. Mais j'ai payé 400 € à crédit. 300, j'ai payé la charge. Après quoi, 400, comment j'ai vu. Derrière, il y a l'engrenage qui se fait, donc avec problème pour payer les charges, pour subvenir aux besoins de la famille. Ce qui fait qu'à un moment donné, certains de mes compatriotes ont recours à un deuxième travail, après leur travail ou avant leur travail, pour pouvoir s'en sortir au quotidien. Un des problèmes de Grigny 2, comme on l'a dit, c'est l'arrivée massive de propriétaires occupants qui n'ont pas les moyens. Ils rencontrent des notaires qui les informent à minima. Ensuite, ils rencontrent des agences immobilières qui font tout pour leur cacher qu'il y a des charges importantes à Grigny 2. Parce que eux, leur but, c'est quand même que le logement soit vendu. Et que ces gens-là, très vite, se retrouvent pris à la gorge par les charges, les impôts fonciers, et ne sont plus à même de faire face aux charges. La conséquence, c'est qu'effectivement, l'entretien courant ne peut plus se faire. Le syndic n'a plus l'argent dans les caisses pour pouvoir faire le minimum. Nous sommes au 24 et de Montbonté, à Rissorangis. Donc c'est une copropriété qui est en plan de sauvegarde depuis plusieurs années. Donc on commence à avoir des résultats probants. À l'origine, c'était une résidence pour militaires qui a été vendue à un marchand de biens qui a tout découpé en lots très petits, qui dit petite surface, attire une certaine population de gens qui ont peu de moyens et qui, eux, vont accepter ces contraintes. Et donc une copropriété qui progressivement se dégrade, où le pouvoir est atomisé et donc il n'y a pas véritablement de pouvoir. Les gens ne font que passer et ne s'installent pas. Et voilà comment s'engage le cycle de la dégradation. Cet immeuble a donc été géré par un petit syndic au départ. Il semblerait qu'il y en ait un qui soit parti avec la valise. L'avant-dernier, celui qu'on a eu juste avant, lui, il était domicilié à Paris, avec l'habitude de gérer des copropriétés dans les beaux quartiers, 16e, 7e arrondissement, etc. Pas de problèmes sociaux. Et donc confronté à une gestion particulière, ce qui fait que la gestion qui a été faite par la suite, peu de suivi au niveau des impayés, donc appauvrissement de la copropriété, peu de travaux de fait. Donc plus vous retardez les travaux, forcément, plus les problèmes s'aggravent. Et quand il faut passer aux travaux, ce sont des sommes très très importantes. Donc quand vous faites des appels de charges pour travaux, ils n'ont pas les moyens de payer. Quand vous avez quelque chose qui n'est pas entretenu, les gens, c'est de l'inertie, aussi bien de la part des partenaires, de la part des bailleurs, de la part des résidents. Au bout d'un moment, personne ne bouge. Une fois que vous avez mis les gens dans l'impuissance, c'est je m'en foutisme et c'est ou parfois violence. Radouane habite au rez-de-chaussée et il subit beaucoup de préjudices parce que les voisins au-dessus de chez lui, on ne sait pas qui c'est, jettent toutes sortes de choses par la fenêtre. Les gens qui jettent de la poubelle partout. C'est partout. Des cigarettes, des vêtements. Quelquefois, des objets dangereux lui tombent dessus, des chaises, des sacs poubelles pleins. Une fois, on a un canapé qui a été jeté aussi. La réponse que j'ai eue de la part des gens, ils disent « Moi, je paye mon loyer, je paye mes charges, j'habite dans un logement qui est pourri, donc pourquoi moi, je ferai attention à cet immeuble, puisque moi-même, dans mon appartement, personne ne prend soin de moi. » J'ai téléphoné à l'agence combien de fois, j'ai dit « Je dors pas à la maison, il pleut, s'il pleut, je mets des chiots. » J'ai déménagé de l'autre côté, ça fait 2 mois. L'appartement qui appartient au propriétaire, là-haut, le propriétaire ne s'occupe pas de ce problème-là.
Vous avez également le fait que la copropriété n'étant pas gérée correctement depuis des années, vous avez eu à un moment donné des squats, des marchands de sommeil qui se sont installés, qui ont beaucoup dégradé le bâti. Les appartements sont vendus en adjudication et donc là aussi on entre dans un cycle de dégradation qui réveille les marchands de sommeil. Les moyens pour lutter contre ça restent aujourd'hui assez faibles. C'est probablement un des points sur lesquels la législation doit être améliorée. Donc la copropriété a été mise sous plan de sauvegarde. Alors, un plan de sauvegarde, c'est une intervention publique, enfin en tout cas d'aide publique à destination de copropriété privée, suffisamment dégradée pour qu'on ait le sentiment que s'il n'y a pas un coup de pouce, les conditions d'habitat risquent de devenir extrêmement précaires, voire dangereuses. Là, on se trouve dans un des immeubles de Grigny 2 et on se dirige vers un appartement qui a été racheté par l'AFTRP dans le cadre d'une opération expérimentale qui avait été montée dans les années 2000 à l'occasion du premier plan de sauvegarde. Là, dans ces immeubles, on n'avait que des T1 et T2 qui donc concentraient toute la même population, une population plutôt en difficulté. L'idée était d'acquérir des logements le plus possible côte à côte, de les réunir en plus grands logements, de les rénover pour en faire des produits de qualité et de les remettre à la vente pour de l'accession avec des propriétaires solvables, de retrouver des grands logements pour qu'il y ait une diversité de population, pour redonner un peu une dynamique à cette tranche. Donc l'opération est en cours, la FTRP a fait un travail d'une excellente qualité et déjà les premières locations commencent. Alors pourquoi location? Parce que le temps que l'opération se fasse, du fait de la lenteur des procédures publiques qu'on rencontre partout, la copropriété a continué à se dégrader, ce qui fait qu'au moment de livrer les logements, on n'a pas pu trouver des acquéreurs qui pouvaient acquérir ces logements dans de bonnes conditions. En ayant un propriétaire public de ces logements, on permettait aussi d'évincer, au moins pour ces logements, les propriétaires indélicats, les marchands de sommeil, qui malheureusement commencent à se multiplier sur Grigny 2. Ce marchand de sommeil, enfin les marchands de sommeil en général, recherchent une population, je dis entre parenthèses, faible, hein, faible revenu, faible moyen de défense, etc. La seule chose qui l'intéresse, c'est de récupérer de l'argent. Vous vous rendez compte que depuis 1993, il perçoit des indemnités directement de la CAF et des aides au logement, alors que du fait de cet arrêté, ça ne devrait pas être possible. Oui, effectivement, d'avoir fait un peu de buzz médiatique, ça a bougé. Le pôle national de lutte contre l'habitat indigne nous a sollicités et le 8 décembre 2011, quand nous avons fait la visite avec une collègue de l'ARS, eh bien, la situation était assez alarmante. Le local électrique très accessible, inondé, avec des compteurs électriques décapotés, des fils à nu, suffisait déjà amplement à établir un arrêté d'urgence pour constater l'état de danger réel de ces logements. Nous avons dû organiser l'hébergement en urgence des 2 familles avec enfants et des 4 personnes seules de février à juillet 2012. Quand on a évoqué ce dossier de Metz et la nécessité de trouver un hébergement en urgence de certaines personnes, aussitôt le nom de la résidence hôtelière à vocation sociale, la RHVS, a jailli. Aujourd'hui, grâce aux efforts conjoints de la DDCS, de l'association Abincer et de la DDT, chaque locataire a trouvé une solution de logement durable. Écoutez, que ce soit l'ARS qui a pris l'arrêté d'insalubrité, ensuite toutes les aides qu'on a eues de la MDS, la Maison des Solidarités, il y a eu la DTT 91 du Conseil général. Là, j'avoue que tout le monde s'est mobilisé bien, vite, pour nous aider à solutionner ce problème. D'ailleurs, je vous dis, les gens sont relogés, ils sont contents, certains sont passés nous voir, ça leur a changé la vie. Le lendemain de la visite, le compte-rendu de ma visite était sur le bureau de la magistrate du parquet référente Habitat indigne pour lui permettre de lancer sa procédure. Il
pour dissuader les marchands de sommeil de procéder de la sorte. Les sanctions que l'on applique communément, c'est-à-dire celles de l'emprisonnement avec du sursis, sont peu dissuasives. Les profits qui sont générés par les marchands de sommeil sont très importants et il faut plutôt jouer sur leur terrain, c'est-à-dire celui de l'argent, en procédant à la saisie de leurs biens immobiliers avant jugement, que l'on va prendre donc dans le cadre de l'enquête, ce qui va permettre de garantir que la personne poursuivie ne va pas dilapider son parc immobilier, puisque sinon elle a le temps de revendre ses biens, si bien qu'au moment du jugement il n'y a plus rien finalement à confisquer. La procédure qui a été diligentée à Metz, c'était la première fois que l'on mettait en œuvre ce type de dispositif à l'encontre d'un marchand de sommeil. À Grigny 2, sauf très rares exceptions qui sont anecdotiques, on n'a pas de cas d'insalubrité au sens classique du terme. On a une autre forme d'exploitation de la misère qui consiste à mettre plusieurs familles dans un même logement. En situation irrégulière sur le territoire français, donc n'ayant pas d'autre choix finalement que d'accepter ce type de situation. Des loyers entre 600 et 900 € la chambre. Si je pouvais donner un conseil à ces victimes, sachez que vous pouvez déposer plainte, n'ayez pas peur, ne craignez pas pour votre propre sort, puisque dans le cadre de ces procédures, vous ne serez jamais poursuivi pour l'entrée ou le séjour irrégulier, et vous devez dénoncer ce type de comportements qui sont totalement inacceptables. Le maire ici a été très moteur pour lutter contre ces marchands de sommeil. On a obtenu une première condamnation récemment très importante. C'était quelqu'un qui était propriétaire d'une dizaine de logements, essentiellement donc sur Grigny 2, qui est finalement le royaume des marchands de sommeil en Essonne. Il a été condamné par le tribunal correctionnel en début d'année, donc condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation de ses biens. C'est ce que je ne comprends pas. Ils savent qu'il y en a plusieurs. Ah ben oui, mais celui-là, il a fallu 4 ans. Mais il a fallu 4 ans parce que nous l'avons dénoncé au moins 10 ans avant que ça se faisait, ça. Et personne n'a rien fait. Donc c'est ça aussi notre colère. On aimerait aller un peu au-delà et mobiliser aussi l'Agence régionale de la santé sur une procédure encore très peu utilisée qui a été remise à jour dans le code, réécrite en 2009, et qui permettrait d'avoir, en plus de la sanction pénale, une sanction administrative lourde et une protection des occupants meilleure. Donc ça, c'est l'étape suivante qui est vraiment au cœur des problématiques. Notre plus gros souci, c'était la gestion des impayés au départ. Donc il nous fallait un syndic qui soit capable de gérer ça. On a choisi une entreprise qui est une SCOP, donc tout l'argent qui n'est pas réinvesti dans un groupe national, ils l'ont réinvesti dans un pool contentieux avec 5 personnes. La gestion sociale de la copropriété en difficulté, elle est faite transversalement, c'est-à-dire qu'ils correspondent déjà avec la mairie, avec l'État, avec les services sociaux, donc on peut arriver à parler, voilà, on va faire des travaux, on va faire des appels de fonds. Vous avez possibilité de vous faire aider par le Pacte Essonne, il faut que vous contactiez le syndic qui va vous mettre en contact avec les personnes adéquates. Là, vous avez un dialogue qui s'instaure. Et là, ils commencent à se dire « Ah bah oui, je peux peut-être m'en sortir ». Vous les sortez de l'inertie et surtout, vous valorisez aussi le partenaire social que vous avez en face. Vous valorisez les professionnels parce qu'ils se disent « Ah, ce sont des gens qui bougent ». Donc là, ça vaut le coup qu'on se décarcasse. Bienvenue. Avec mon père, on a mis près de 4 mois à faire les travaux. Donc voilà, c'est une cuisine que j'ai montée avec des amis pendant quelques week-ends. Le plus dur, c'est de payer les charges cet hiver et de ne pas avoir ni eau chaude ni eau froide. Je sais pas combien je pourrais louer. Au moins 800 €, quoi, un truc comme ça, je pense. Là, il y a 49 mètres carrés. Je paye 650 € par mois, 35 mètres carrés. Nous sommes pour l'instant certains que, après le plan de sauvegarde, les conditions d'habitat seront moins insécurisantes. Il y aura moins de risques très concrets pour la copropriété d'incendies, de graves accidents. Donc, de ce point de vue-là, le plan de sauvegarde aura servi à quelque chose, mais on ne règle pas les problèmes de fond de la copropriété qui impliquent qu'elle soit remembrée, qui impliquent que vraiment les appartements soient reconfigurés, qu'il y ait des travaux beaucoup plus lourds. Il y a 2 options, fusion d'appartements, restructuration, intervention de nouveaux
propriétaire, voire un rachat par un organisme qui ferait ce travail-là, ou une option beaucoup plus lourde qui est démolition et reconstruction sur le même site. Il y a aussi d'énormes moyens financiers à mobiliser pour redresser ça. Il faut mettre ça en regard au coût social que fait porter une telle copropriété. Je rappellerai que les émeutes de 2005 sont parties dans un quartier en copropriété dégradée. Le Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois, ça s'est propagé dans les copropriétés alentours. En 2007 à Villiers-le-Bel, les émeutes ont eu lieu dans des quartiers partiellement en copropriété aussi. Et il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, ces copropriétés dégradées concentrent la pauvreté, beaucoup plus que les quartiers d'habitat social. Et l'effort de solidarité nationale doit être particulièrement mis sur ces immeubles en copropriété, même si c'est de la propriété privée, parce qu'ils portent en eux-mêmes les germes d'un problème d'ordre public de grande ampleur. Grigny 2 est l'archétype, le cas d'école sur lequel il convient d'intervenir le plus rapidement possible. On a la possibilité d'expérimenter en grandeur nature des choses qui vont servir ensuite dans beaucoup d'autres copropriétés qui connaîtront les mêmes difficultés. Ça, c'est vrai. Donc au pouvoir public... C'est au pouvoir public maintenant de faire... De nous aider et de... Mais de faire rapidement. Et de faire rapidement, oui. Le curetage des colonnes d'eau usée, ça se fait tous les 5 ans. Il n'y a pas obligation de le faire. Si vous ne le faites pas au bout de 15 ans, les canalisations se bouchent et vous avez des problèmes de dégâts des eaux. Arrêtons d'utiliser l'argent public pour financer le manque de responsabilité de sociétés privées. Ça serait peut-être réfléchir à la simplification des procédures, autant pour ceux qui les appliquent que pour ceux qui peuvent en bénéficier. Parfois, il y a de l'urgence qui doit être traitée sur 24 heures ou sur une journée. Ça peut prendre 4 jours, quoi. Parfois une semaine, entre le temps de la signature de l'arrêté et des choses comme ça. N'attendons pas que le mal soit fait pour trouver une solution. La division devrait être un document obligatoire à déposer en mairie. Qu'est-ce qu'on divise, comment on le divise et avec quels matériaux on le fait? Pour moi, ça ne me dit rien du tout de partir. J'ai acheté. Je me suis donnée pour acheter et j'aurais bien aimé finir ma vie ici. On a nos habitudes, on a nos amis. Mais que ça soit avec des noirs, des blancs, des rouges, de toutes sortes de races, mais qu'on se donne la main et qu'on se respecte. Voilà mon mot final. C'est le respect qu'il faudrait pour que tout le monde en marche ensemble et qu'on montre que nous sommes capables de faire quelque chose ensemble. Je ne souhaite pas quitter, moi je souhaiterais vraiment que ça s'arrange, mais je perds l'espoir que ça s'arrange. On peut le replanter. Pas cette misère, Madame Robin. Il faut en emmener une autre. Vous mettez ça dans la terre et je ramène la misère chez moi. Il y a plein de cafards. C'est notre quotidien. On fait comme ça, même comme ça. En fait, les murs sont bizarres, ils sont gris, noirs, ils sont bizarres, après ça fait peur. Et moi, je veux pas que c'est comme ça, je veux que c'est normal, avec les murs jaunes.